Aujourd'hui, on visite un très joli quartier et c'est grâce au combat acharné de citoyens ordinaires qu'il est encore aussi agréable aujourd'hui. Le quartier Milton Park est délimité à l'ouest par la rue Université, au sud par la rue Sherbrooke, à l'est par le boulevard Saint-Laurent et au nord par l'avenue des Pins. Alors, on est ici dans le quartier Milton Park ou Ghetto McGill pour les intimes. Je dis Ghetto McGill, mais dans le fond, c'est pas vraiment un ghetto, là, on s'entend. C'est même pas vraiment un quartier non plus, c'est un secteur qu'on pourrait dire, qui a beaucoup d'histoire, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de le souligner. Alors géographiquement, on est vraiment juste en haut de la côte Sherbrooke, vis-à-vis le centre-ville, un petit peu dans l'est. Ça fait que dès les premières années des colonies, ça devient vite de la campagne, des vergers, des champs, des fermes. Puis après ça, je dirais vers la fin des années 1700, c'est déjà habité, il y a des petits hameaux, il y a déjà des petites maisons, il y a déjà des gens qui habitent ici puis ils vont travailler dans le bas de la ville, mais ça reste quand même la campagne. 1821, l'Université McGill ouvre. Ça donne une saveur un peu intellectuelle, bourgeoise. On s'installe proche de l'université, c'est un beau quartier. Souvent aussi, c'est rassurant parce que quand on est proche de l'université, on est sûr qu'il n'y aura pas une usine qui va être construite à côté. On est proche de la montagne, donc c'est la même affaire, c'est rassurant, ça confirme le côté bucolique de la place. Ça devient tranquillement une petite banlieue. 1859, l'Hôtel Dieu s'installe dans le quartier, au flanc de la montagne, donc ça aussi, ça confirme qu'ici, on est dans une bonne partie de la ville, une partie un peu institutionnelle, si on veut. Puis, au gré des années, des belles maisons victoriennes se dressent. C'est vraiment un quartier du centre-ville, qu'il y a des très belles maisons. C'est ce qui fait que le début du quartier ici, c'est vraiment illustré par des belles demeures victoriennes, des bourgeois. C'est la bonne classe. Entre 1900 et 1930, tranquillement, pas vite, le quartier commence à perdre de l'élite. C'est normal, c'est facile à comprendre parce que dans le fond, quand l'élite est arrivée, c'était la campagne, c'était bucolique, il y avait des vergers. Juste rendu aux années 30, bien là, la ville s'est développée tout autour. Le plateau Mont-Royal s'est bâti, le centre-ville se rapproche. Bref, l'élite a retrouvé mieux, principalement Outremont et Westmount. Donc, à ce moment-là, bien, les propriétaires décident de transformer les belles grandes demeures victoriennes en maisons de chambre. Puis, ça change un petit peu la vocation du quartier à ce moment-là. C'est plus, comme je vous dis, la bourgeoisie. C'est rendu des ouvriers, des gens du centre-ville qui habitent à côté. Les logements, c'est pas encore des taudis, ça reste des très belles maisons, mais c'est plus très bien entretenu. Puis, c'est tranquillement, on amorce une passe un petit peu de... un déclin. C'est le début du déclin. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le quartier amorce son déclin. Puis, de 58 à 68, la Concordia Estate qui réussit à acheter 96 % des habitations du quartier. Avec un grand projet, genre de projet que le maire Drapeau se frotte les mains. Ils veulent raser le quartier au complet pour faire des tours d'habitation, un genre de mini New York, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment collé sur le centre-ville. Puis il y a l'axe de l'avenue des Pins qui, eux, ils regardent ça puis ils se disent « ça ferait une belle autoroute ». D'ailleurs, ils en profitent, les autorités municipales en profitent pour faire le viaduc Avenue des Pins, qui est d'une laideur inouïe. Aujourd'hui, c'est dur à comprendre, parce qu'aujourd'hui, tu regardes, c'est un simple coin de rue. Bref, tout ça, c'est la vision d'avenir qu'ils ont pour le quartier, puis ça ne fait pas nécessairement l'affaire des locataires.
Donc, en 1968, des comités de logement se mettent en branle pour s'opposer aux démolitions de tout le quartier. Dans le fond, c'est pas mal une première. En fait, c'est pas les premiers, mais c'est l'époque. 68, pour ceux qui sont capables de situer, c'est les grosses manifs à Paris, les revendications. Donc, c'est un peu l'écho de tout ça ici. Les citoyens sont tannés. Il y a déjà le Red Light, puis le Faubourg Amlas qui est tombé. C'est comme les Montréalais sont tannés. Ils se mettent en branle, puis là, ils lésinent pas. Là, des pétitions, des publications, des manifs, des grèves de la faim. Vraiment, là, les gens d'ici, ils n'en voulaient pas de ce projet-là, puis ils réussissent à faire du bruit. Malgré tout, en 1972, la phase 1 va quand même avoir lieu. Donc, pour la phase 1, on détruit une bonne partie des logements qu'il y a sur le coin de Prince-Arthur et puis l'avenue du Parc. C'est un gros projet, là. Même la phase 1, c'est pas rien. On parle de 4-5 tours, un centre d'achat, un gym, une piscine, un stationnement intérieur. Presque tous les grands buildings de la phase 1 sont reliés ensemble par un souterrain. C'est comme une autre petite ville intérieure, qui inclut, entre autres, le siège social de Air Transat. Donc, on appelle communément tous ces buildings de la phase 1 la Cité. Donc, c'est ça, en 72, la phase 1 a lieu, puis une méga manif. Le comité de logement, il se laisse pas faire. Ça vire mal, la police arrive, 56 arrestations, les médias embarquent. En fait, je pense que les Montréalais étaient du côté des locataires parce que, dans le fond, chaque Montréalais à l'époque était locataire. Puis c'est un peu comme aujourd'hui avec les rénovictions. On se dit, c'est quand que je vais être le prochain, tu sais. Donc, la presse fait en sorte que pour la Concordia Estate, ça devient trop chaud. Finalement, ils décident de laisser tomber le projet. La pression était trop grande. C'est un peu une victoire. En fait, c'est une victoire pour les locataires du secteur, mais aussi pour la plupart des Montréalais qui ont l'impression qu'il y a une semblante de justice. Par contre, la Concordia Estate est encore propriétaire de tous ces logements-là, puis eux, ils veulent pas avoir des locataires. C'était pas ça leur plan. Donc, eux, ils revendent à une autre compagnie qui va le posséder quelques temps, juste à temps pour la revendre à la SCHL, qui va l'acheter pour la modique somme de 5,5 millions. Aujourd'hui, ça semble ridicule, c'est le prix d'un duplex sur le plateau Mont-Royal, mais à l'époque, c'était le prix pour la plupart des logements qui restaient. Puis la SCHL, c'est un organisme un peu qui font des coops à but non lucratif. C'est un peu du logement social. En fait, c'est du logement social. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une grosse partie du quartier, c'est des coopératives. McGill aussi a racheté beaucoup de propriétés, de duplex, de maisons pour en faire des facultés. Donc, la radio CKUT, c'est dans une ancienne maison victorienne sur la rue Université. Puis, pour l'œil attentif, si vous sillonnez le quartier, vous allez voir les facultés alpha, oméga et machin. C'est ça. Eux, ils s'achètent des maisons ici pour faire leur club. Une particularité, c'est le quartier qui a le plus de coopératives à Montréal. Pour les commerces du secteur, il y a évidemment les galeries du parc qui font partie de la cité et dans laquelle il y a le cinéma du parc. Mais le reste du secteur est vraiment résidentiel avec quelques petits commerces de quartier. Donc, à partir des années 90, le quartier reprend du mieux. Des gens s'installent, l'effervescence autour du centre-ville, l'université, ça attire beaucoup de gens, des professionnels qui achètent les maisons, qui les rénovent, les coopératives qui entretiennent, ils finissent par redonner le lustre à ces belles maisons d'antan. Aussi, il y a des choses moins positives. Beaucoup de tours d'habitation se mettent à pousser avant qu'il y ait des règlements de zonage qui les empêchent. Pratiquement toutes les intersections sur Saint-Urbain, il y a des tours d'habitation. Donc, c'est comprenable, c'est la densification. Mais sinon, le quartier a vraiment gardé son petit côté d'antan, de petite ville victorienne. C'est devenu un quartier de hipster pour ceux qui peuvent se le payer, des étudiants qui vont à McGill qui peuvent se le payer. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette mixité d'architecture qu'il y a dans le quartier. Les grandes tours d'appartements côtoient les maisons victoriennes, qui elles-mêmes côtoient des blocs à condos. C'est pas un quartier nécessairement connu,
J'invite ceux qui ne le connaissent pas à venir le visiter parce que c'est tout petit, mais c'est vraiment charmant, c'est très tranquille. Là, on est un soir de semaine, puis je vous dis, la plupart des rues sont vraiment tranquilles. Quand je suis certain qu'à quelques rues d'ici, c'est le gros trafic. Puis c'est tout proche du campus de l'Université McGill, qui, pour ceux qui ne l'ont jamais visité, bien, ça fait une très belle promenade. Alors, c'était le Ghetto McGill. Donc voilà ce qui termine notre petit topo sur Milton Park. Un grand merci à Martin Bérubé de Propos Montréal pour m'avoir fourni les images d'archives. Il a lui-même écrit un texte sur la saga Milton Park. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors évidemment, encore une fois, si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.